On commence. Allez, l'enregistrement et la retranscription ont été lancés. C'est parti. Alors déjà, est-ce que tu peux juste avancer? Voilà, juste avant, présenter vos 2 interlocuteurs, en tout cas, qui serviront d'animateurs sur cette première séquence. Donc Arnaud Havé, je suis directeur santé à SIA Partners et expert sur la partie parcours patient. Et également, donc on représente le cabinet SIA Partners, qui est un cabinet de conseil en stratégie et management, qui a une dimension technologique très forte, avec des équipes notamment sur la data science, des équipes également sur de l'IA et également aussi des équipes que Solène pourra présenter, qui sont spécialisées en design collaboratif. On a un peu plus de 3000 à travers le monde. Exactement, bonjour à tous. Donc effectivement, moi je fais partie de SIA Experience, qui est l'entité de SIA Partner, qui traite entre autres les sujets de design collaboratif et de design de services et d'innovation de manière générale. Donc c'est pourquoi on a voulu lancer cette série de webinaires en fait, pour pouvoir croiser justement l'expertise métier qu'on peut avoir sur la partie santé et l'expertise design côté expérience. C'est pour ça qu'on a lancé une série de plusieurs webinaires et tous ces scénarios en fait sur le design fiction. Alors, comment va se dérouler cette session? On va vous proposer différentes séquences. Tout d'abord, on va vous introduire un petit peu la thématique, replacer les notions clés pour qu'on puisse bien parler tous le même langage, puisqu'on a fait déjà de précédents webinaires, mais pour que chacun puisse nous suivre au fil de notre discours, on va faire un petit temps d'introduction et puis ensuite, on va passer à une découverte, une immersion dans 2 scénarios qu'on va pouvoir vous proposer. Et à l'issue de ces scénarios, on a l'occasion d'avoir 2 intervenants aujourd'hui avec nous, avec lesquels on aura la possibilité d'échanger autour des sujets proposés par les scénarios. Et à la fin, on aura une session de questions-réponses, mais bien évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions à tout moment dans le chat et on aura la possibilité de les soumettre à nos intervenants. Juste pour rappeler l'ensemble des travaux qui ont été effectués, on a 6 scénarios de design fiction sur le bien vieillir en 2050 qui ont été réalisés et qui ont fait l'objet ou qui vont faire l'objet de différents webinaires. On a essayé sur chaque scénario non pas de rechercher le scénario idéal, mais plutôt de tirer des signaux faibles, tirer la pelote de ficelle, hein, comme on peut dire, sur certaines innovations qu'on peut constater en tout cas à date, ou des fractures technologiques qu'on peut anticiper. Et donc, on a notamment sur ces 6 scénarios, certains qui sont plutôt orientés sur des évolutions politiques, d'autres des évolutions sociétales, d'autres, et c'est le cas aujourd'hui, des évolutions technologiques. Donc là, l'idée est vraiment de pouvoir susciter le débat. On n'a pas eu, en tout cas, on n'a pas fait le choix au niveau méthodologique de rechercher nécessairement le scénario idéal, mais bien un scénario qui va pouvoir provoquer un débat avec des points positifs et des points négatifs. Donc un certain nombre d'objets fictifs qui vont venir illustrer ce scénario. Vous allez en voir plusieurs aujourd'hui. Et une équipe qui est composée de designers, de 6 consultants intervenant dans le secteur de la santé. Et l'ensemble de ces scénarios ont été proposés et challengés par un certain nombre d'experts, justement, qui viennent participer aux webinaires qui ont pu être lancés et ceux qui viendront notamment le 14 mars. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas le design fiction, ou en tout cas celles qui n'ont pas participé au précédent webinaire, on tenait à faire un petit rappel d'une définition, en tout cas de la définition que nous en avons du design fiction, pour être sûr que chacun parle le même langage. Donc, le design fiction, c'est une approche créative qui va utiliser le design comme vraiment un moyen d'ouvrir de nouvelles perspectives sur notre avenir. Et pour ouvrir ces nouvelles perspectives, on va matérialiser des scénarios fictifs, grâce à des objets. Donc nous, on appelle ça des artefacts, c'est-à-dire ça va être des visuels, ça peut être des choses physiques aussi. Là, on n'a pas l'occasion de vous les soumettre en objets physiques, mais en tout cas des artefacts qui vont permettre de créer le débat et qui vont incarner ces scénarios. Donc le design fiction, ça va vraiment permettre d'explorer le futur, de susciter des réactions, de la discussion et surtout de se projeter sur les implications potentielles de ces futurs. Donc pour construire ces scénarios, Arnaud l'a évoqué,
On va utiliser des signaux faibles, on va tirer le fil de ces signaux faibles ou des tendances qui vont nous permettre de construire ces visions du futur. Et sachant que dans sa forme la plus aboutie, c'est ce qu'on a pu faire notamment auprès de certains clients, c'est des expositions en fait au final, où vous êtes sur un lieu physique sur lesquels on peut proposer une vraie expérience immersive aux participants. Donc là, bien sûr, on est sur un autre mode qui est numérique, donc qui ne permet pas forcément la même immersion, mais il y a différentes modalités de proposition des scénarios de design fiction. Alors, sans plus attendre, on va commencer notre immersion dans ces scénarios. Arnaud, je te laisse évoquer les deux scénarios qui vont faire l'objet du débat aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est parti vraiment sur des tendances technologiques. Donc un premier scénario qui était sur et si le métaverse devenait un nouveau moyen de soigner ou de s'évader, et un second qui est et si les exosquelettes transformaient notre rapport au vieillissement. Dans les deux cas, on a une personne qui a porté ce scénario, donc Cyrielle Verne pour le premier sur le métaverse et Olsen Zonon sur les exosquelettes. Et donc ce seront aussi les deux intervenants qui pourront nous proposer et présenter leur scénario. Avant toute chose aussi, on a voulu quand même installer un certain nombre de concepts, que ce soit le métaverse ou les exosquelettes. On a besoin de planter certaines définitions. Donc on va juste prendre 3 minutes pour réaliser 2-3 vrais-faux, histoire qu'on puisse bien tous partir des mêmes définitions. Et donc, dans un premier temps, le métaverse. Cyrielle, est-ce que c'est Facebook? Alors Arnaud, dans le métaverse, il faut savoir que les utilisateurs peuvent créer, explorer et interagir avec différents environnements et objets virtuels, souvent à l'aide d'avatars personnalisés. L'idée, c'est de créer un espace numérique qui reflète certains aspects de la réalité, tout en offrant des possibilités et des expériences impossibles ou difficiles à réaliser dans le monde physique. C'est vrai que des entreprises technologiques comme Facebook, Microsoft ou même Carrefour et d'autres encore, investissent dans de nouvelles technologies visant à créer des expériences de métaverse plus avancées et plus interconnectées. L'objectif ultime est de transmettre et de permettre aux utilisateurs de vivre, de travailler, de jouer et d'interagir dans un espace virtuel partagé de manière significative. Alors non, le métaverse, ce n'est pas Facebook. Ok, très clair. Le point suivant, réalité augmentée, réalité virtuelle, métaverse. On voit souvent ces trois notions. Est-ce que c'est pareil? Alors, pour éclaircir tous les concepts, je vais vous donner les 3 définitions. La réalité augmentée vient ajouter des éléments numériques à la réalité existante. La réalité virtuelle crée un monde virtuel entièrement nouveau dans lequel les utilisateurs sont immergés, alors que le métaverse est un concept d'univers virtuel où les utilisateurs interagissent de manière immersive dans divers contextes. C'est bien 3 notions complémentaires mais bien distinctes. Alors on verra dans les initiatives qu'on peut voir actuellement sur le marché, parfois ça peut se mélanger un peu, les notions ne sont pas forcément aussi figées, mais on est quand même sur 3 notions véritablement complémentaires. Si on passe maintenant aux exosquelettes, ce sera le dernier vrai faux avant de passer au scénario à proprement parler. Olsen, quelle différence entre un exosquelette et l'armure d'Iron Man? Eh ben, écoute, Arnaud, c'est plutôt une bonne image, hein, l'armure d'Iron Man. Alors certes, on n'est pas dans un Marvel, on ne va pas devenir Tony Stark, mais on est vraiment sur l'image, hein, d'une structure mécanique, d'un squelette externe. En fait, c'est des os, hein, du corps humain, mais à l'extérieur. Et sur l'idée des exosquelettes, on est sur des os qui vont finalement être aidés grâce, hein, à des actionneurs qui vont être placés au niveau de toutes nos articulations. Et donc, ces articulations qui vont fonctionner grâce à des petits moteurs électriques, ça va permettre de créer de l'énergie et derrière de jouer sur nos muscles. Alors, c'est utilisé dans des situations bien précises, encore aujourd'hui, hein. Par exemple, pour les personnes paralysées, ça va leur permettre de leur offrir un soutien mécanique, hein, notamment pour marcher. C'est utilisé également pour la rééducation. Donc, les exosquelettes sont très présents, notamment dans l'établissement de SSR. Donc, après une blessure ou un accident, ça va permettre de renforcer les muscles et surtout de réapprendre les mouvements. Et troisième grande situation, on est sur également un sujet très important qui est le travail, notamment les métiers pénibles, les métiers exigeants. Et ça va permettre de soulager le fait de porter des objets lourds. Et ça va permettre de réduire la fatigue et réduire les risques de blessure. Et là, mais je pense qu'on en parlera après durant la table ronde,
Il y a également tous les enjeux des troubles musculo-squelettiques, qui sont la première cause d'accident, de maladie professionnelle en France. Et donc, les exosquelettes peuvent être une première réponse. Ces notions posées, on va pouvoir aussi se poser la question, quelle place pour ces technologies dans la santé de demain? Et donc là, on va commencer à se projeter en 2050 avec justement le lancement de ces scénarios. Exactement. Et avant de découvrir la fameuse galerie d'objets dont on vous a parlé juste avant, c'est important qu'on puisse se projeter un petit peu dans le contexte de chaque scénario. Donc, ce qu'on vous propose, on n'a pas la possibilité de vous faire toucher des choses, des objets, mais par contre, on a la possibilité d'utiliser le son. Et c'est pour ça qu'on va vous projeter dans un podcast. Chaque scénario aura son podcast avec son contexte, pardon, et on va pouvoir vous faciliter la vie en vous projetant dans le scénario au travers du son. Alors, c'est parti avec le premier. Radio Futur, les nouvelles de votre avenir. Et si la réalité augmentée devenait un nouveau moyen de soigner? Au fur et à mesure des années, les traitements médicamenteux à destination des personnes âgées se multiplient. Les piluliers se remplissent de plus en plus et il devient difficile tant pour les patients que pour les proches aidants de suivre correctement la posologie, les risques et effets secondaires. Fort de ce constat, les pouvoirs publics et l'industrie pharmaceutique cherchent une solution alternative. C'est avec l'accélération de l'innovation en santé et le déploiement d'investissements conséquents que de nombreuses pistes apparaissent. Parmi elles, celle de thérapies non médicamenteuses avec en pointe l'utilisation du métaverse comme nouvelle technique de prise en charge. Le développement du métaverse et de la réalité augmentée dans le champ de la santé permet aux professionnels de santé et aux établissements de soigner autrement et d'accompagner les thérapies plus classiques. L'avènement des thérapies digitales permet également de déployer davantage de programmes de prévention. Cette nouvelle façon de soigner et d'accompagner les patients dans le traitement de leur pathologie permet une meilleure prise en charge, moins de fatigue des patients, moins de travail pour les proches aidants, plus de lits et de places disponibles dans les établissements de santé, plus de disponibilité de la part des personnels soignants, une possibilité d'assurer un meilleur suivi à distance et enfin plus de préventifs et moins de curatifs. En 2050, les patients peuvent suivre des thérapies virtuelles en utilisant des dispositifs médicaux virtuels, DMV. Ces thérapies permettent notamment de les accompagner dans leur rééducation, la lutte contre la douleur, améliorent leur santé mentale et rompent leur isolement social en les intégrant dans des univers alternatifs. L'utilisation de ces univers est réglementée et chaque citoyen dispose d'un temps limité, remboursé par l'assurance maladie en lien avec les prescriptions médicales. Alors, vous venez de découvrir le contexte du premier scénario, mais finalement, pour faciliter la projection dans ce dernier, je vais laisser la parole à Cyrielle pour qu'elle puisse nous présenter les deux personnages, les deux parcours de vie qu'elle a développés au travers de son histoire pour nous aider à nous projeter dans ce scénario. Alors, on va commencer par Laurent, qui a 94 ans et qui souffre depuis 40 ans d'une neuropathie dégénérative et qui donc doit donc s'astreindre à un lourd traitement médicamenteux depuis de nombreuses années. Laurent est en perte d'autonomie et c'est Eric, son conjoint, qui doit quotidiennement s'occuper de lui. Sa perte d'autonomie et sa lourde posologie pèsent à Laurent, qui se retrouve aussi malgré lui coupé de ses proches. Grâce au métaverse, Laurent peut désormais remplacer certains de ses médicaments par une thérapie non médicamenteuse. Et grâce à cette nouvelle thérapie, qui consiste en 3 sessions de 30 minutes le matin, l'après-midi et le soir, Laurent voit certaines de ses douleurs et surtout sa prise de médicaments diminuer. Les effets secondaires indésirables diminuent, vont voir même jusqu'à disparaître pour certains. Et ce casque lui permet aussi de se reconnecter avec les membres de sa famille et de ses amis, et ainsi d'augmenter ses interactions sociales en se connectant dans cet univers virtuel du métaverse, mais en se connectant avec les personnes qu'il connaît dans la vie réelle. Il récupère ainsi du lien social tout en restant chez lui. Laurent est emballé par son nouveau traitement, qu'il suit de manière très assidue,
En témoignent notamment les nombreuses consultations réalisées dans le métaverse avec son médecin qui lui permettent de suivre l'avancée de la thérapie. On va également faire la rencontre de Eric, qui est le conjoint de Laurent et qui s'occupe à plein temps de lui depuis une dizaine d'années. La vie d'Eric est rythmée par les soins de son mari le matin, puis l'arrivée de l'infirmière à domicile qui lui prodigue ses premiers soins. Une fois que l'infirmière est partie, Eric doit s'occuper de son mari et l'emmener à ses différents rendez-vous médicaux. Il s'assure également que Laurent prenne bien tous ses médicaments au bon moment de la journée. Et le soir, c'est à nouveau au tour d'Eric de s'occuper et de prodiguer les derniers soins à son mari et de le mettre au lit. L'arrivée de ce nouveau traitement bouleverse aussi la vie d'Eric qui voit sa charge quotidienne grandement allégée. Le suivi médical se fait désormais dans le métavers grâce au casque qui rappelle les différents médicaments à prendre au cours de la journée. Et Eric retrouve ainsi du temps pour lui, pour ses activités. Il est moins fatigué, il a moins de troubles musculo-squelettiques et ses symptômes de dépression ont quitté. Même si Eric a investi également dans un casque de métaverse, ce qui lui permet de se connecter avec son mari et ses amis, malheureusement, Laurent passe de plus en plus de temps dans ce monde virtuel coupé de la réalité. Eric voit alors d'un très mauvais œil tout ce temps passé derrière ce casque, alors que ses interactions directes et réelles avec son mari sont de plus en plus limitées. Il arrive même parfois que Laurent abrège leurs échanges pour retourner dans ce monde virtuel. Eric se demande alors si parfois le traitement médicamenteux n'était pas une meilleure option pour leur vie de couple. Nous allons également faire la connaissance d'Elena, qui est l'infirmière de Laurent depuis maintenant presque 7 ans, et qui s'occupe de lui tous les matins de 10h à midi et qui lui prodigue les différents soins nécessaires. Dans une journée complète, Elena doit rendre visite à environ une dizaine de patients, qui fait que chacune de ces minutes de sa journée sont comptées. Grâce à ces nouvelles thérapies non médicamenteuses, Elena peut poursuivre son travail plus sereinement et accorder plus de temps aux patients auxquels elle continue de rendre visite. Elle a été formée au risque d'addiction de ces nouvelles thérapies non médicamenteuses pour accompagner ses patients vers une transition sereine, en douceur et sans risque. Ces temps de trajet quotidiens ont été divisés par 2, car elle n'a plus besoin de leur rendre visite de manière quotidienne mais bi-hebdomadaire pour assurer un suivi du traitement et voir les conséquences éventuelles sur les corps de ses patients. Son temps de travail quotidien a également été impacté, puisque Elena arrive à mieux gérer sa charge de travail et elle a même réussi à se dégager plus de temps pour pouvoir profiter de ses enfants qu'elle ne voyait pas grandir. Malgré tous ces points positifs, Elena ne voit pas d'un très bon œil l'arrivée de cette thérapie non médicamenteuse à destination d'un public de personnes âgées, pas toujours réceptifs à ces nouvelles technologies. Il lui est parfois très compliqué de faire comprendre à ses patients que le casque est une véritable thérapie et non pas seulement une lubie des industries pharmaceutiques pour prendre le contrôle sur les données personnelles des citoyens. La phase d'acculturation est parfois compliquée chez certains de ses patients et Elena n'est pas convaincue que cette solution soit adaptée et permette des résultats. Elle sait que les avancées en santé sont associées désormais au numérique, et bien qu'elle ait elle-même expérimenté à titre personnel une thérapie préventive contre le cancer du sein, elle se pose encore des questions sur les bienfaits de cette thérapie. Malgré tout, elle a envie d'y croire et elle transmet cette énergie positive à ses patients. Elle continue de s'inscrire à des séminaires pour en apprendre plus et continuer de se former pour être au frais des dernières nouveautés en termes de thérapie et d'accompagnement. Merci beaucoup Cyrielle pour nous avoir fait voyager dans le premier scénario. En tout cas, ça nous aide à nous projeter grâce à ces 2 personnages. Alors maintenant, on va passer au deuxième scénario qui est porté par Olsen. Et pour commencer, on va bien sûr écouter un podcast qui nous plonge dans le contexte de ce deuxième scénario. Les nouvelles de votre avenir. Et si les exosquelettes étaient généralisés à l'ensemble de la population? En 2050, l'utilisation des exosquelettes s'est généralisée dans la société. Chaque individu, quel que soit son âge, sa condition physique ou son statut socio-économique, peut désormais accéder à ces technologies. Cette démocratisation s'explique avant tout par une réponse à une société vieillissante. Face à une population qui vieillit, les exosquelettes représentent une solution pour préserver la mobilité et l'indépendance des personnes âgées. En offrant un soutien physique et une assistance dans les mouvements quotidiens, ces dispositifs pourront également jouer
un rôle dans la prévention de maladies chroniques ou des troubles musculo-squelettiques, mais également être une aide pour atténuer les symptômes des maladies neurodégénératives. En 2050, plus personne n'est laissé pour compte en raison de limitations physiques. Les exosquelettes ont permis d'améliorer la santé globale des populations, l'assistance aux personnes handicapées et aux personnes âgées, et l'espérance de vie a augmenté. La généralisation des exosquelettes représente une avancée majeure dans le domaine de la santé, offrant des opportunités sans précédent pour promouvoir le bien-être et l'inclusion sociale. Cependant, elle soulève également des défis et des questions, tant éthiques que sociales, auxquelles la société devra répondre pour garantir un avenir où la santé est accessible à tous. Elle pose également la question du rapport de l'homme à sa dépendance aux nouvelles technologies. Alors pour ce deuxième scénario, c'est Olsen qui va prendre la main pour nous présenter les deux personnages qu'il incarne et puis les objets qui accompagnent aussi ce scénario. Alors, donc notre premier personnage, c'est Lucas, un octogénaire de 84 ans. C'est un grand passionné de jardinage. Donc, ça a toujours été son refuge, ça a toujours été son havre de paix. Néanmoins, ces dernières années, Lucas a connu de graves problèmes de santé, de l'arthrite, des mal de dos, et ça l'a éloigné de sa passion. Des douleurs articulaires et une mobilité réduite ont fait ternir son plaisir de travailler dans son jardin. Il se sentait limité et incapable de faire ce qu'il aimait le plus. Donc c'était véritablement pour Lucas un véritable crève-cœur, et ça ne lui permettait pas de s'occuper de sa passion. Néanmoins, un jour, son petit-fils va lui parler justement des exosquelettes. Donc c'est quelque chose de totalement nouveau pour lui, qu'il ne connaît pas. Au début, il est assez suspicieux, et au final, avec notamment les conseils de son médecin traitant, il va adopter les exosquelettes. De plus, c'est des exosquelettes qui sont en plus très personnalisables et qui s'adaptent parfaitement pour les activités de jardinage. Le jour où il enfile son exosquelette, c'est comme si une nouvelle vie s'ouvrait à lui. Ses mouvements sont amplifiés, ses douleurs sont atténuées, il peut se pencher, il peut creuser, il peut se soulever avec aisance. En fait, il retrouve une liberté de mouvement qu'il pensait perdue à jamais. Donc pour Lucas, c'est pour lui finalement une seconde vie qui s'offre à lui. Il peut enfin s'occuper de son jardin avec passion et dévouement. C'est vraiment une joie de vivre, une connexion avec la nature, un sentiment de réalisation personnelle. Et grâce finalement à cet exosquelette, grâce à cette nouvelle technologie, ça lui a permis de surmonter des obstacles physiques importants pour retrouver une qualité de vie qu'il pensait avoir perdue. Notre second personnage, c'est Epione, une octogénaire également. Elle a, comme Lucas, 84 ans. Elle est fraîchement retraitée et elle possède depuis quelques années un exosquelette connecté, flambant neuf. C'est un exosquelette qui lui permet, dans sa vie de tous les jours, de lui assurer mobilité, équilibre de vie, suivi médical. De plus, l'ensemble de ces informations de santé sont envoyées directement à son médecin traitant. Bref, cet exosquelette a changé de manière considérable sa vie. Cependant, un jour d'été 2050, son exosquelette devient le théâtre d'un piratage inattendu. Donc il y a des dysfonctionnements étranges qui l'assaillent, qui causent des confusions et des alarmes. Elle décide de prévenir un technicien spécialisé en exosquelette, qui va découvrir en effet qu'il y a une intrusion malveillante dans le système de son exosquelette, avec en plus des vols de données. Donc le technicien prend des mesures de sécurité. Néanmoins, Epione se sent assez affectée par ce piratage, par cette intrusion, et elle perd confiance tout simplement en son exosquelette. Donc elle décide, au moins temporairement, de vivre sans son exosquelette et d'attendre. Néanmoins, les jours passent et elle se rend compte que son corps, finalement, est devenu totalement dépendant à son exosquelette, car sans celui-ci, elle a des maux de tête, elle a des vertiges,
elle a une faiblesse qui est croissante. Au départ, elle pense que c'est normal, hein, puisqu'elle n'a plus son exosquelette qu'elle a depuis de nombreuses années. Elle décide donc une nouvelle fois d'aller voir son médecin traitant. Et son médecin traitant lui dit clairement que son corps, finalement, s'est tellement habitué à son exosquelette qu'elle ne pourra pas vivre, en tout cas sans une phase de rééducation, elle ne pourra pas vivre sans son exosquelette. Elle décide donc, face à cette dépendance grandissante, de prendre des cours de rééducation, finalement pour être moins dépendant de son exosquelette, de regagner en autonomie et de retrouver une qualité de vie plus équilibrée où ce n'est pas la technologie qui va dicter finalement son existence. Donc finalement, d'une forme de dépendance avant mobile qui avait été compensée grâce à un exosquelette, on est passé sur une autre forme de dépendance, plutôt là cette fois-ci technologique. Et au final, après cet événement, après ce piratage, Epion décide finalement de se débarrasser de son exosquelette, de prendre des cours de rééducation pour vivre sans son exosquelette et retrouver finalement une forme de connexion avec, finalement avec elle-même, avec son corps et éviter d'être totalement dépendant technologiquement. Donc deux scénarios un peu à l'opposé. Merci beaucoup, Olsen, pour ce deuxième voyage, en tout cas au travers du deuxième scénario. Finalement, on peut peut-être se questionner un petit peu sur leur complémentarité. Arnaud, peut-être que tu peux nous éclairer sur le sujet. Juste avant de rentrer sur les complémentarités, peut-être Olsen, Cyril, une anecdote peut-être sur ces scénarios-là, parce qu'au final, on s'est tous posé on a travaillé de manière assez unitaire dans un premier temps, et après on a fait ce travail justement de faire converger, de réfléchir à l'imbrication des différents scénarios les uns avec les autres. Donc, qu'est-ce qui vous a donné envie? Qu'est-ce qui une anecdote sur ce scénario? Alors, si je peux commencer, ce que je veux préciser quand même, c'est que c'est des scénarios qui aujourd'hui sont une réalité, en tout cas pour les exosquelettes. Ce qui m'a poussé finalement à m'intéresser aux exosquelettes, c'est des articles, notamment dans l'établissement SSR, de personnes qui étaient paraplégiques et qui ont retrouvé justement la possibilité de marcher grâce aux exosquelettes. Donc, bien qu'on soit dans du design fiction, il faut aussi bien prendre en compte que aujourd'hui, les exosquelettes ou bien le métavers, ce sont des réalités qui sont certes à des échelles peut-être des marchés de niche ou des échelles plutôt microscopiques, mais qui sont, à mon sens, amenés demain à se développer à grandes échelles et qui pourront clairement révolutionner nos vies et notre rapport à la santé. Merci. En ce qui me concerne, j'ai pu expérimenter des casques de métaverse justement pour des buts pour compenser finalement l'anesthésie, pour remplacer l'anesthésie générale que certains patients n'étaient pas en capacité de supporter dû à des allergies. Et j'ai trouvé le sujet extrêmement intéressant. C'est une réalité, c'est utilisé aujourd'hui dans des établissements hospitaliers. Et finalement, se dire que peut-être demain, ce sera possible de soigner aussi autrement qu'avec des médicaments. On le voit aujourd'hui avec l'anesthésie générale, mais pourquoi pas remplacer quelques thérapies médicamenteuses par de nouvelles thérapies. Il y a aujourd'hui les fauteuils de versement qui existent, donc c'était ouvrir la porte sur un nouveau champ des possibles. Alors justement, pour revenir sur la partie méthodologique, on peut avoir aussi des scénarios, et il y en a d'autres qu'on a envisagés, où là, on a une rupture totale avec tout ce qui peut se faire actuellement. Là, sur ce scénario-là, le design fiction va vraiment porter sur la généralisation de ces dispositifs. On est sur un monde où, certes, ces technologies existent déjà aujourd'hui, mais sur une échelle complètement différente. Là, que ce soit le scénario 1 ou le scénario 2, on est sur un cas où l'utilisation peut être réalisée par tout un chacun, avec une utilisation qui est mondiale, qui est à l'échelle de la Terre entière, en fait, au final. Et donc, c'est ce changement d'échelle qu'on a voulu matérialiser aussi dans ces deux scénarios, avec les dérives et les bienfaits qu'on va pouvoir voir par la suite. Et donc, c'est vraiment, vraiment là-dessus qu'on a voulu accentuer. Vous avez peut-être vu, quand le Miro a défilé pendant les présentations des scénarios, on a préparé dans chaque cas on va dire une frise chronologique pour montrer comment on part d'aujourd'hui et on arrive en 2050, parce qu'au final, pour qu'un scénario soit aussi crédible en termes de méthodologie, il faut travailler sur cette frise-là qui va permettre justement de prendre en compte différentes dimensions. Pour qu'un dispositif comme ça puisse être généralisé, ça veut dire qu'il va y avoir des innovations technologiques, il va y avoir aussi, pour une utilisation par l'ensemble des citoyens, forcément un passage
côté assurance maladie, sur un remboursement potentiel. Donc, il y a quand même un certain nombre de critères, d'étapes qu'on a matérialisées justement dans ces frises qui s'affichent à l'écran. Et donc, pour ça, ça nous semble aussi important, dans le cadre de rappeler en termes de méthodologie qu'un scénario design fiction, il y a certes de l'immersion, il y a des artefacts, donc des objets que vous avez pu voir, mais il y a aussi justement pour garder une cohérence, ces frises chronologiques qui sont très importantes. Et donc, en regardant les différents scénarios de manière unitaire aussi, on a vu que ce soit la partie exosquelette ou métaverse, en fait, on voit bien qu'il y a des impacts qui sont assez similaires. On voit bien que dans les deux cas, ça peut être un traitement aussi qui peut changer la vie du patient, qui va pouvoir aussi changer aussi la pratique de certains professionnels de santé. On voit bien que dans les deux cas, on est sur des innovations technologiques avec des impacts techniques potentiellement très importants aussi. On a donc des impacts environnementaux, des impacts techniques, des impacts sur le soin. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de regrouper ces deux scénarios et de pouvoir organiser la table ronde qui va suivre autour de ces deux scénarios, mais avec au final des thématiques communes. Qui nous permettent justement d'arriver à cette fameuse table ronde avec nos deux intervenants, Jean-Noël Villetard et Alexandre Miguel, que je vais laisser se présenter. Bonjour, merci beaucoup pour cette brillante introduction et puis approche prospective sur les deux thématiques. Donc, je me présente, Jean-Noël Villetard, je suis le fondateur de Human Analytics. En quelques mots, l'idée de Human IT, c'est vraiment de remettre le digital au service de l'humain. C'est vraiment l'ADN de l'entreprise. Et pour faire simple, c'est un accompagnement des entreprises, une facilitation autour notamment de l'innovation, des démarches collaboratives, comment on travaille mieux ensemble, comment on réfléchit avec différentes méthodes, différents outils, notamment le design thinking, sur beaucoup de sujets, notamment des schémas directeurs, des réflexions autour de l'innovation, au premier volet. Deuxième volet, ça concerne un sujet qui nous intéresse tous aujourd'hui, tout ce qui est univers immersif, que ce soit du métaverse, de l'AR, de la VR, du computer spatial ou autre, qu'on nomme souvent sous l'acronyme XR. Donc là, cette fois-ci, c'est un accompagnement sur les usages et puis également la réalisation d'expériences immersives avec une offre qui s'appelle la CIA. Ça fait sourire tout le monde. C'est la communication immersive apprenante. Donc, on utilise vraiment ces nouveaux médias pour promouvoir la communication, mais rechercher un impact très important sur les cibles, que ce soit des collaborateurs, des clients, des prospects. C'est vraiment utiliser le côté émotionnel avec une approche très rationnelle, parce qu'on a des messages et une efficacité qu'on recherche dans l'entreprise. Voilà en deux mots, Alexandre. Merci Jean-Noël. Bonjour à tous, du coup Alexandre Miguel, je suis le fondateur de Learning Experience, un organisme de formation et de communication en santé. Nous, on accompagne les établissements à créer le changement, à créer l'innovation et à créer la transition par différents outils. Et donc, on est souvent amené à travailler avec tout ce qui est nouvelles technologies et l'innovation, même si elle n'est pas que digitale. Et ça, c'est important de le nommer aussi. Mais en tout cas, merci d'être là, merci de m'avoir invité et ravi de partager la suite avec vous. En tout cas, merci à tous les deux. Pour commencer, au final, Alexandre, Jean-Noël, ces scénarios-là, est-ce qu'ils vous semblent réalistes? Vas-y, je te laisse commencer. J'ai commencé. Est-ce qu'il semble réaliste? Oui, en grande partie. Et moi, il y a deux éléments qui m'ont surpris, interpellé. C'est vraiment des choses qu'on rencontre régulièrement. C'est la peur d'une dépendance à ces outils, à ces technologies. Ça a été cité aussi bien sur la partie métaverse que sur la partie exosquelette. Peut-être qu'on peut montrer les courbes d'adoption des technologies. Je crois qu'on avait préparé des courbes qui montrent que finalement, il y a quelques années, il fallait plusieurs décennies avant qu'une nouvelle technologie soit adoptée. Là, on a les exemples du téléphone, de la télé. Ça a pris des décennies avant d'être adopté. Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte que si on prend les derniers équipements, les smartphones, ça se développe à une vitesse extrêmement rapide.
à la fois en termes de nouveautés technologiques, mais en termes d'adoption pardon, par les utilisateurs, on va très très vite. Et là, on voit que tous les gens, ils sont un petit peu accros à la technologie, à leur smartphone. Quand on voit les gens dans le métro, il y a 90% des gens qui sont arrivés sur leur écran. Et en effet, il y a vraiment une dépendance qui sera encore plus prononcée parce qu'on a aussi un moyen de s'évader de la réalité et finalement de se déconnecter des problèmes réels qu'on a bien notés dans les différents scénarios. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et le deuxième point qui m'a interpellé, c'est sur le métaverse, vous avez cité que c'était déjà une réalité pour un certain nombre d'usages. On peut peut-être basculer sur la carte des usages qu'on avait. Voilà, sans rentrer dans le détail, on a fait une carte avec un partenaire qui est Bisense, et on s'était posé la question quels étaient les usages déjà en 2020, 2022, 2023, je ne sais plus à quel moment on avait fini la carte, et déjà on s'en rendait compte qu'il y avait des usages très développés côté patient, que ce soit pour de la prévention, que ce soit de la rééducation, que ce soit pour l'accompagnement des personnes âgées ou sur les handicaps. Tout ça, ça existait déjà en 2025, on va dire, et c'est assez logique qu'en 2050, tous ces usages se soient complètement développés. Et puis d'un côté plutôt professionnel, c'est extrêmement développé aujourd'hui, en 2050. En revanche, en 2025, on avait déjà les premiers balbutiements, notamment sur la formation, sur l'entraînement. Les chirurgiens pouvaient s'entraîner dans des univers immersifs pour faire des opérations. Et puis, ils étaient aidés dans les opérations avec des affichages d'éléments comme une radio ou comme éventuellement une vue 3D du corps humain avec une notion de jumeau numérique. Donc, ces scénarios sont complètement réalistes d'un point de vue évolution. Et justement, là, c'est sur le métaverse. On a déjà des premières formations qui sont dédiées au métaverse en santé, notamment à Paris-Saclay. On a deux professeurs de Bichat qui ont monté une formation qui est le métaverse en santé. On voit que c'est déjà une réalité en tout cas. C'est ce qui Alexandre? est- Ouais, Oui, pardon. juste pour rebondir sur l'exemple qu'on voit à l'écran, c'est intéressant parce que finalement, on a cité plusieurs technologies. Là, on est plus dans une approche où on conserve le lien avec la réalité, mais on vient superposer les éléments. Et là, typiquement, on voit les différents éléments d'un scanner qui permettent de valider l'endroit où on va intervenir. On peut aussi avoir les simulations en 3D avec la position de la visserie, les angles qu'il faut pour le perçage. Donc, c'est vraiment devenu une aide au quotidien pour les opérations, avec vraiment des choses qui permettent de garder le lien avec la réalité, de continuer à faire le geste médical, mais en étant assisté avec des choses qu'on n'avait pas en 2020, par exemple. Bon, c'est très clair. Merci beaucoup en tout cas. Alexandre, toi, qu'en penses-tu de Ben, cette- pour revenir directement sur les scénarios, déjà, il faut bien comprendre que ce seront des outils et qui seront complémentaires aux thérapies qui existent déjà. Quand dans les scénarios, je me semble que c'est celui de Laurent où vous disiez qu'il y avait des traitements qui disparaissaient ou qui diminuaient. Diminuer, OK, disparaître, ça me semble moins probable. Aujourd'hui, par exemple, en anesthésie, c'est des technologies qui marchent bien, qui nous permettent de drastiquement réduire les doses d'anesthésiants, mais ça les supprime pas. C'est un premier point sur lequel je voulais mettre un peu en lumière parce que faut bien comprendre que ce ne sera pas l'un ou l'autre. Ce sera bien évidemment l'un et l'autre. Voilà. Le deuxième scénario, moi, ce qui m'a interpellé, c'est que Lucas, il a un suivi psy pour son exosquelette. Alors, bien évidemment, ça aura un intérêt, mais est-ce que ce sera le psychologue qui sera le plus à même à effectuer ce suivi psy? Est-ce que c'est pas un suivi complémentaire? Est-ce qu'on peut pas imaginer plutôt un suivi kiné pour la fonte musculaire et que ce suivi kiné, s'il se rend compte qu'il y a des impacts psy, ou si l'infirmière libérale se rend compte qu'il y a des impacts psy, l'adressera vers le psy. Aujourd'hui, c'est des chaînes de soins qui vont se créer complètement, qu'il va falloir inventer. Et là, d'autant plus qu'on imagine un exosquelette corps entier, mais on peut tout à fait imaginer un exosquelette sur un bras qui dysfonctionne, sur une jambe ou sur des lombaires. Donc il faudra forcément, moi ça m'a interrogé parce que
le premier suivi qui est dans ma tête, ça aurait été plutôt un kiné ou un médecin rééducateur, plutôt comme si. Donc voilà, je pense que ça va être vraiment des outils qui seront complémentaires à nos suivis actuels, mais on ne pourra pas faire l'un ou l'autre. Et d'ailleurs, justement, là, ça, tu le traites bien aussi sur ton quotidien. Ça va risque de modifier la formation des soignants, modifier aussi le quotidien justement de certains soignants. Peut-être qu'il y aura même probablement de nouvelles spécialités, de nouveaux métiers. Est-ce que ça, justement, ça t'inspire quelque chose, ça, justement, ces nouveaux modes de formation? Alors, oui, très clairement, surtout quand on voit aujourd'hui les nouvelles générations d'apprenants qui arrivent, qui rentrent d'ici à l'EFAS en fac de médecine. C'est des gens qui sont hyper acculturés aux nouvelles technologies et qui, de fait, ont des temps d'attention qui sont de plus en plus réduits. À mon avis, le métaverse, la VR, ça va être des moyens de recapter cette attention qu'on a perdue. En tout cas, qu'on met dans le digital. Donc oui, qui plus est, je ne sais pas si tu l'as mis, moi j'aime beaucoup une vidéo où on voit un professionnel qui manipule un squelette, en fait. En VR, il tient un squelette et il permet d'articuler. Voilà, exactement. Imaginez ça, aujourd'hui, apprendre un squelette sur une planche anatomique, ou l'avoir dans les mains et le faire bouger, en termes de rétention d'informations et de facilité d'intégration, ça va être en termes d'immersion fantastique. Qui plus est, on sait qu'aujourd'hui, pour apprendre, générer des émotions, quelles qu'elles soient, c'est un énorme plus. Bah, là, tout de suite, jouer avec un squelette pour de vrai, ça va donner du sens et on pourra faire plein de choses, et donc générer des émotions, créer des nouvelles situations et ça va générer des situations d'apprentissage à la fois hyper ludiques et engageantes et immersives et à la fois très efficaces. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, Alexandre, qui est en effet très intéressant. L'ancrage mémoriel, il y a une étude de PwC qui montre qu'on avait un taux de rétention, à la fois sur du court terme et surtout sur du long terme, qui était pas loin de 3 fois supérieur aux approches traditionnelles. Donc ces technologies-là sont extrêmement intéressantes parce qu'elles plongent les gens, on est vraiment présent, on a vécu une expérience, on a touché le squelette, on l'a manipulé, et les gens nous en parlent comme s'ils avaient vraiment fait l'expérience, alors qu'on est complètement sur du virtuel. Et ce qui est super intéressant, c'est cette capacité à mémoriser sur de long terme. Alors, on voit bien que quand on suit un cours de manière classique, on retient pas grand-chose. Quand on met en pratique, on retient davantage. Et là, avec le virtuel, c'est des facteurs 3 qui sont assez extraordinaires. Il faut vraiment l'essayer pour comprendre qu'on est. Les gens s'en souviennent. Moi, j'ai fait des démos il y a quelques temps. J'ai vu des gens, 1 an après, ils m'ont dit: mais oui, tu m'avais montré ça. C'est incroyable. C'était il y a 1 an. Moi, je me souvenais plus tout que j'avais fait la démonstration, quoi. Mais ça marque les gens, c'est vraiment ancré. Ils ont vécu, mais si j'avais démonté ça, voilà, c'est juste incroyable. Donc pour la formation, Ouais, c'est un levier d'efficacité juste incroyable. alors, ce levier d'efficacité, il sera à mettre en perspective avec les années à venir, parce qu'aujourd'hui, c'est de la nouveauté. Donc forcément, les gens sont attirés, les gens ont envie de manipuler, ont envie de faire, c'est de la nouveauté pour eux. Il y a plein de choses à découvrir. En 2050, je suis pas sûr que ce soit toujours une nouveauté. Donc, est-ce que ça marchera aussi bien? Ce sera à mettre en perspective avec les usages en fait qu'on en aura de tous ces outils. Sachant que là, on parle beaucoup d'expérience soignant et de formation des soignants, entre guillemets, mais au final, ça va peut-être aussi contribuer à l'expérience patient, en fait, indirectement aussi, ces nouvelles technologies. On pourrait très bien envisager que ça facilitera aussi l'installation du patient dans son parcours et que ça favorisera aussi, pourquoi pas, la prévention, pourquoi pas aussi une place plus importante. Il y a énormément de choses qui sont écrites et qui se passent en ce moment sur l'expérience patient. On voit que c'est un vrai sujet et ça, typiquement, c'est des outils qui vont permettre de la rendre plus concrète, peut-être. Ah beh, clairement, l'expérience patient, elle va être améliorée sur tous les volets. Alors ne serait-ce qu'on parlait des médicaments tout à l'heure, mais déjà si on arrive à réduire les médicaments, de fait, on va réduire les effets indésirables. Donc déjà, on aura des séjours patients qui seront, en tout cas on l'espère, plus calmes. Ça va impacter le parcours soignant parce que, on parlait de formation, mais j'en sais rien, l'interne de chirurgie qui doit opérer, Nicole de sa PTH,
Si avant d'aller la découper en vrai, il a pu avoir les scanners, la matérialiser en VR, il a pu simuler 3 fois l'opération dans son casque avant d'aller pour de vrai, et qui plus est, pour de vrai, il est assisté par le scanner en direct, par pourquoi pas, son chirurgien senior qui est dans son bureau ou sur une autre intervention, mais qui peut toujours avoir un œil sur ce que fait l'interne et voilà, donc du coup, on peut limiter aussi les impacts, aux soins. On peut tout à fait imaginer que, Nicole, après son opération, dans son casque VR, elle ait de quoi, contacter les patients sans, crier dans les couloirs parce qu'elle a pas la sonnette ou sans machin. Elle ait ses rappels pour prendre ses traitements à heure fixe. Elle est et du coup, on pourra entre guillemets, pardon, «fluidifier» cette expérience patient, si on travaille bien, ce que nous on appelle l'UI et l'UX, c'est l'expérience Mmh. utilisateur. En tout cas, il y a des tas de choses à faire pour, faire le lien entre nos expériences aujourd'hui et comment on peut l'améliorer grâce à ces outils. Mais clairement, aujourd'hui, il y a des expé il y a c'est pas des expériences, c'est vraiment des solutions concrètes qui existent, où finalement, avant une opération, on met le casque, sur les patients, et on les fait voyager. On les fait voyager dans la mer, dans la nature, peu importe, et ça calme les gens. Ils arrivent complètement détendus, pour l'opération, et ça, c'est des choses qui sont, vraiment, approuvées et qui se développent de plus en plus. Il y a de plus en plus d'établissements qui considèrent que finalement ces approches immersives, bah, sont des alliés, et font partie finalement de l'équipe médicale. C'est assez incroyable de voir que, bah, les gens disent: «Bah, oui, OK, maintenant dans le parcours, à un moment donné, on va mettre le casque comme on aurait, fait un autre traitement. On met le casque juste avant l'opération», et ça a des bénéfices qui sont, incroyables, et qui font que, bah, c'est pas généralisé, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser à grande échelle, où tout le monde va être en permanence immergé, mais de manière très ponctuelle, très ciblée, on a, des gains qui sont extrêmement, élevés, et je pense que c'est ça l'avenir. C'est plus un usage très ciblé, par rapport à un certain nombre de pathologies, par rapport à un certain nombre de bénéfices qu'on a identifiés, que plutôt que tout le monde va être avec un casque toute la journée. Moi, j'y crois pas du tout aujourd'hui, même en 2050, hein. Il y a eu une question là-dessus, qui était: a-t-on déjà un recul sur les impacts de l'utilisation prolongée du métaverse? Avec, bon, des addictions, peur de quitter Mmh le mh. monde virtuel, ça c'est des choses qu'on peut envisager. Sur la partie, exosquelette, on parlera probablement plutôt de dépendance, hein, notamment Mmh. physique. Est-ce qu'on à votre connaissance, en tout cas, il y a déjà des chiffres là-dessus? À Sur ma le métaverse? Alors connaissance, des non, chiffres, hein. Mais par contre, on a les mêmes phénomènes que les gens qui sont, les jeunes qui sont arrivés, les jeunes et pas jeunes, hein, parce que ça touche, mmh, tout le monde, sur les jeux vidéo, quoi. Et là, on est encore plus présent, dans l'expérience, et donc on est complètement déconnecté de la réalité. Alors que le jeu vidéo, on va le consommer avec un écran et on aura encore un contact avec, l'extérieur. Là, on est complètement dans le système, et on n'est plus du tout, conscient de ce qui se passe autour de nous. Donc là, ce qui est assez étonnant, c'est aussi la perte par rapport à la notion du temps. Les gens n'ont mmh. pas idée du temps qu'ils ont passé pour faire une expérience, que ça soit, raccourci ou allongé, où on a une distorsion du temps qui apparaît, et ça, c'est assez inquiétant. Sachant que pour Ouais, l'instant, ouais, en tu tout raison cas, Jean-Noël, c'est ce qu'on ah pardon, excuse-moi Arnaud. je voulais juste dire qu'à petite Non, dose, en tout cas, on voit que c'est déjà utilisé en Oui. psychiatrie, notamment, hein. Bizarrement, là, c'est justement l'inverse de la question, mais en psychiatrie, là, à date, ils commencent à expérimenter des traitements justement pour, favoriser le traitement d'addiction, donc en reproduisant des situations potentielles où, le patient pourrait rechuter. Ça permet justement, donc ça constitue un des traitements, une des réponses innovantes, en tout cas, du Mmh. moment chez la psychiatrie. Et on Ouais, voit en bien fait, que tout ce ce qu'on qui est vient syndrome, chercher, vas-y. bah, pardon, je disais ce qu'on va chercher, et ce qui nous fait peur et qu'on a du mal à maîtriser, c'est ce qu'on appelle cet état de flow. L'état Mmh. de flow, c'est le moment où, par exemple, pendant qu'on joue, on voit justement plus le temps se passer. On a Mmh. l'impression, tous les jeunes ados qui ont joué, on s'est rendu Mmh. compte de ça. Les parents les appellent à table, ils ont l'impression qu'ils se connectaient depuis 10 minutes, donc en Mmh fait, mh. ça fait 1 heure qu'ils y sont. C'est exactement ça. Quel impact va avoir ça dans un milieu où, bah, finalement, on va perdre la connexion avec le monde réel? C'est-à-dire que si on veut, eh ben, on n'entendra même plus maman nous appeler à table. Comment on va grandir et en tout cas, on va évoluer Mmh. avec cet outil. Comment on va instaurer les freins? C'est par nature humaine, on sait que l'humain ne sera pas raisonnable, hein.
si la technique ne lui impose pas de limite, lui-même ne s'en imposera pas. Il y aura toujours des gens pour passer H24 des gens sous le masque. Donc, quid de l'impact sociétal derrière? À mon avis, très élevé. Dans Je vois- dans les deux scénarios qu'on a pu présenter en première partie, on était plutôt sur un territoire français. Est-ce que vous avez des convictions sur, si on projette les scénarios plutôt sur l'international, est-ce qu'il y aurait des différences en termes de temporalité, en termes d'acceptation des technologies? Alors, il y aura énormément de différences, en tout cas selon moi, parce que déjà, administration française, sécu, enfin, voilà, ça va être très compliqué de déployer la technologie comparé à des pays où c'est 100% privé. Qui plus est, il y a des acteurs aujourd'hui, des acteurs majeurs, nord-américains et Asie, parce que, un des plus gros marchés sera probablement l'Asie, où, ces technologies-là vont se développer à vitesse grand V et en France, on risque d'avoir un retard, à combler assez important, assez rapidement. Je rejoins avec des explications différentes ce que tu viens de dire. Il y a aussi une réticence très forte en France à aller vers de nouvelles technologies. On a un peu peur de l'innovation, hein, et on voit des boîtes plutôt américaines, par exemple. Bah, s'il y a un intérêt, on essaie, on y va, hein. Et en France, waouh, c'est super, mais on va réfléchir, ça va être compliqué, et on met plein de freins qui sont réels ou pas, mais souvent qui sont pas du tout justifiés par crainte d'une déstabilisation, ou d'une non-maîtrise de l'innovation, et ça, c'est vraiment typique français. Donc, je pense qu'au-delà des aspects économiques, il y a vraiment une culture de l'hésitation. On a peur d'y aller, on va réfléchir, ça va être compliqué, comment on va maintenir, etc. On trouve toujours de bonnes raisons pour pas y aller, alors qu'on est convaincu au fond de soi que c'est quelque chose qui est super intéressant. Mais le passage à l'acte, il prend beaucoup de temps, hein. Contrairement à d'autres pays, notamment la culture anglo-saxonne, on va très très vite. Ok, ça a l'air bien, on y va, on va tester et puis après on verra. Donc il y a vraiment des différences de culture importantes. C'est vrai que, Ouais, je enfin, sais plus qui c'est qui avait documenté ça. mmh, Excuse-moi. Excuse-moi, Sariel. Je sais plus qui c'est qui avait documenté ça, mais qui disait que toutes les innovations passaient par 3 étapes. La première, c'était ridicule. Ça semble toujours sembler ridicule de porter les casques H24. Puis après, on a dit ça va être dangereux, hein. Mm. Et puis ça finira par être évident. Et toutes les innovations sont passées par ces 3 étapes. L'électricité, ridicule, dangereux, évident. Mm. Dangereux, Edison, il y a même, je sais plus, c'est Edison qui a électrocuté des éléphants en place publique. On sait l'électricité, c'est dangereux. Donc c'est son invention à lui. Donc toutes les innovations passent par ces 3 étapes. Le permis de conduire pour les femmes, ridicule au début, impensable, dangereux ensuite, puis évident. Aujourd'hui, on n'imagine pas un monde où les femmes ne conduisent pas. Donc toutes les innovations passent par ces 3 étapes et je pense que ces technologies-là en font partie. peut-être qu'aujourd'hui, on est dans la phase du dangereux parce qu'on voit quand même que, notamment dans le métaverse, il y a eu pas mal de dérives, notamment au niveau de la proximité des personnes, l'encadrement légal, juridique, au niveau enfin, des liens. Il y a eu des problèmes de viol qui ont été évoqués dans cette sphère du métaverse. Donc finalement, peut-être que l'environnement français fait qu'on est un peu hésitant et on se dit waouh, ça fait peur, c'est dangereux, on ne veut pas y aller. Mais il y a peut-être des garde-fous à placer avant de se lancer directement dans ces innovations qui sont parfois, enfin, qui bouleversent tout un Alors, mécanisme. c'est le propre de l'humain. Le métaverse, c'est un outil, au même titre que le couteau. Mon couteau, je peux m'en servir pour couper le saucisson et le partager à l'apéro avec vous, auquel cas on va passer un bon moment. À l'inverse, je peux m'en servir pour faire du mal à quelqu'un. Et ben le métavers, ça va être exactement la même chose. Comment l'humain va le pervertir. Et l'humain va le pervertir, hein, c'est pas une question. C'est une évidence. C'est comment on va faire. Toutes les nouvelles technologies, on rentre dans la balance du bien et enfin, du positif et du négatif. Donc ce sera évidemment important de mettre des garde-fous, mais les fous iront toujours plus vite que les garde-fous. Moi, je C'est pense très bien qu'il y a, dit. il y a- Et il y a- justement, il y a, en termes de droit européen aussi, hein, et notamment aussi en France, on a tout un aspect remboursement aussi qui est lié à notre système de santé, hein, tout ce qui est justement prise en charge, qui prend un certain temps aussi pour le coup, et qui risque peut-être de justifier des écarts avec justement d'autres géographies. Nous, on a des politiques, un système de santé qui va pouvoir mettre en avant aussi une égalité
de tous devant les soins. Ce n'est pas le cas dans toutes les géographies. Donc, il y aura forcément des aspects financiers aussi qui vont se poser si on parle demain de généralisation, en tout cas de ces technologies. Et je pense qu'en effet, il y a d'autres risques qui sont purement liés au métaverse ou à ces approches immersives. On est dans des mondes qui sont fermés, hein, et sur lesquels on ne peut pas forcément contrôler ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas. Donc, on peut imaginer qu'en 2050, on ait des bonnes réponses, hein, mais aujourd'hui, on rentre dedans. C'est pas comme le web, on peut aller voir un peu ce qui se passe. Il y a plein de choses qui vont apparaître, qu'on va pas voir par rapport à des enfants. Il y a pas mal de réflexions sur est-ce que les enfants vont y aller, comment ils vont être en sécurité, comment les marques vont pas manipuler les enfants. Et là, on aura, comme il y a finalement le cerveau, il fait plus la différence entre le réel et le virtuel. On va pouvoir faire passer des messages, on va pouvoir manipuler à grande échelle les personnes. Et là, c'est vraiment dangereux parce que on a vraiment, les gens, ils ont vécu quelque chose. La notion de présence est fondamentale dans les approches immersives. On est présent, on a vécu l'expérience. Alors que quand on regarde un écran, OK, on est influencé, et d'ailleurs, ça marche très bien, mais là, on va encore plus loin. Si on est devant une situation qu'on a reproduit et qu'on fait passer des messages qui sont des mauvais messages, clairement, on va manipuler les gens, hein. Et aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe avec l'IA générative. Bah, il y a des risques de manipulation à grande échelle, parce que ce qu'on va mettre dedans, c'est la situation qu'on a rencontrée. Les gens ont vécu des choses qui sont fausses, mais qui, pour eux, seront des choses qu'ils ont vécues. Donc, ça veut dire que le cerveau aura, à la fin du casque, bah oui, j'ai vu ça, il y a eu des choses qui se sont passées, et là, ça fait peur. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des approches éthiques et qu'il y ait des garde-fous, mais vraiment, dès maintenant, qu'on pense à tout ce qu'on doit prendre en considération pour sécuriser et éviter des dérives. Parce qu'on est en plus dans un univers encore plus clos qu'avant, on ne sait pas forcément ce qui se passe. Et justement, ces problématiques-là, des garde-fous, des nouvelles technologies, on l'a beaucoup abordé lors du webinaire précédent. Justement, on a eu un retour d'expérience par des fondateurs de Tous Anti-Covid qui ont pu justement aussi échanger sur leur position sur ce sujet-là. On y a passé quasiment 15 minutes. Donc, en tout cas, pour ceux que ce sujet intéresse, on vous invite aussi à regarder le précédent webinaire où il y avait pas mal d'éléments assez intéressants aussi sur ce sujet-là. Juste 2-3 petits chiffres quand même sur les exosquelettes, hein, pour aller aussi dans vos sens, hein. On a effectivement des études quand même assez conséquentes qui prévoient un doublement du marché entre 2024 et 2029 sur les exosquelettes, donc quelque chose quand même d'assez conséquent, avec l'Amérique du Nord comme étant, à date, en tout cas en 2029, le plus gros marché, mais l'Asie comme étant le marché ayant la croissance la plus rapide. Donc, on a vraiment et dans cette étude-là, c'est ces deux continents qui sont mis en avant. Et on voit bien, là, pour le coup, l'Europe n'a pas été citée comme moteur de croissance, en tout cas sur le volet exosquelette. Moi, De toute façon, ça va être une réalité de marché, les exosquelettes, pardon. Là, quand on regarde les dernières stats de l'ONU, le vieillissement de la population en 2050, on aura plus de 15% a priori de plus de 65 ans. Là où aujourd'hui, on est entre 9 et 10%, en 2050, on sera au-dessus de 15. Donc, il y aura forcément le marché qui va croître avec l'augmentation de l'espérance de vie et le fait qu'on vive de plus en plus vieux. Tout à fait. Et peut-être aussi justement que on aura des évolutions technologiques qui permettront on va dire, de faciliter l'adoption de ces technologies-là, ce qui en vient à une nouvelle thématique qui est les impacts techniques. Notamment, forcément, si demain on généralise l'exosquelette, si demain on généralise les métaverses, au final, quelles sont les contraintes techniques? Est-ce que c'est faisable techniquement avec les connaissances qu'on a actuellement? Ou est-ce qu'il faudra nécessairement avoir des fractures technologiques qui permettront en fait au final de généraliser ces technologies? Je peux commencer. Ouais, vas-y. Je vais leur faire un pile face. Vas-y, Vas-y. je te sens frustré, donc vas-y, je compléterai. Non, pas frustré, mais je pense qu'on minimise aujourd'hui la force de nos industries et la capacité d'exploitation. Aujourd'hui, si c'est pas encore diffusé à grande échelle,
c'est en grande partie parce que le marché n'est pas prêt et pas parce que la techno n'est pas prête. On voit aujourd'hui, il y a des exosquelettes qui sont fantastiques, qui marchent très bien. Il y en a même aujourd'hui, là, on voyait sur les visuels des exosquelettes corps entier, mais aujourd'hui, il existe des exosquelettes qui se portent presque comme des t-shirts. Ça, c'est des harnais qu'on se met sur le dos et qui peuvent faire juste un bras, juste la colonne vertébrale. Et déjà, ça a des impacts énormes. Donc la techno, elle est déjà présente. Aujourd'hui, la vraie question, c'est comment est-ce qu'il arrive sur le marché et comment on le diffuse. Et un des premiers enjeux, il est plutôt financier que technologique aujourd'hui. Alors, je prends Si je, juste. Oui, pardon, Jean-Noël, je te laisse. ouais, si je reviens sur la partie techno, en effet, il y a la techno, elle existe en partie et on peut faire déjà beaucoup de choses et on peut surtout réfléchir aux usages qu'on souhaite développer. Donc là, on peut, à ce stade, imaginer déjà plein d'approches intéressantes dans le domaine médical. Il y a vraiment plein de choses, on l'a vu sur la cartographie, qui sont tout à fait faisables en l'état de la technologie. En revanche, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont à prendre en considération. Aujourd'hui, hein, on n'est pas en 2050. Il y a, les coûts ont fortement baissé, la puissance a bien évolué. On aimerait bien aller un petit peu plus loin en termes de puissance. Le poids des équipements est encore un peu lourd. Les gens disent, bon, au bout d'un certain temps, c'est quelque chose qui fait mal. Donc, il va falloir qu'on travaille sur le poids. Il va falloir qu'on travaille un petit peu encore sur les interfaces d'interaction. Aujourd'hui, on a des manettes. Maintenant, on a de plus en plus de reconnaissance de la gestuelle des utilisateurs. Donc ça, c'est des axes d'amélioration. Mais je pense qu'on doit aller plus loin, notamment dans les approches multisensorielles et surtout proposer des dispositifs avec des capteurs intégrés. On voit que il y a des gens comme Elon Musk qui vont peut-être demain nous mettre des implants pour nous aider ou aider je sais pas qui à faire un certain nombre de traitements de collecte d'informations. Si on se projette dans la santé, on pourrait imaginer, comme les montres connectées, que quand on met le casque, on ait un certain nombre de mesures qui soient faites. Et ça serait vraiment un outil à la fois en termes de prévention, parce que s'il y a des constantes qui commencent à dériver, on peut peut-être prévenir l'équipe soignante ou les personnes qui sont à prévenir, mais également on peut quasiment en temps réel donner les informations à son médecin traitant à distance. Donc là, je pense qu'il y a un axe important, c'est que le casque tel qu'il est, il est prévu pour un usage pas de divertissement, mais voilà, de découverte, d'interaction, de formation. Mais si on veut aller plus loin, il faudrait qu'on l'équipe de dispositifs médicaux qui permettent finalement de faire la captation d'un certain nombre de métriques qu'on pourrait transmettre en temps réel. Autre point qui est aujourd'hui à date insuffisant, c'est qu'il y a encore des problématiques de connexion. Aujourd'hui, pour se connecter, ça consomme quand même pas mal de bandes passantes. Et il y a encore plein d'endroits, même dans les entreprises ou même dans les hôpitaux, où la connexion, même si on dit qu'elle est bonne, elle n'est pas suffisante pour assurer finalement un bon débit, pour ne pas avoir de latence. Typiquement, les sujets de latence, la latence, c'est le délai entre le moment où on fait quelque chose et ça arrive. Typiquement, si vous faites une opération et que vous avez un décalage entre le geste et puis ce que vous voyez, c'est un petit peu gênant. On pense être au bon endroit, non, on va couper à côté. Voilà, la latence, elle est primordiale. Donc, au niveau communication, c'est un point qu'il va falloir qu'on améliore, à la fois sur les technos, mais les technos, elles existent en partie, mais c'est plutôt le déploiement dans les différents lieux qui a beaucoup de choses à faire. Et puis, il y a un impact qu'on étudiera peut-être, on évoquera tout à l'heure peut-être, c'est la consommation de tous ces dispositifs. On voit que les data centers, c'est énergivore. Et si demain, on a envie d'avoir de l'IA qui fait de la génération de visuels ou autre, on parle beaucoup d'IA générative, là, il y a des chiffres qui font froid dans le dos parce que en l'état actuel des technologies, c'est une consommation qui est complètement contradictoire avec les objectifs qu'on a de réduction des effets de serre, etc. Donc il y a aussi ces dimensions-là qu'il ne faut pas non plus négliger. Et justement, quelques Et chiffres. après, il faut se rassurer quand même. Juste quelques petits chiffres sur la partie environnementale, notamment. Là, actuellement, les data centers, ça représente entre 2 et 4% des émissions de gaz à effet de serre. On a l'Agence internationale de l'énergie qui considère que en 2030,
ce sera 10% d'électricité mondiale qui sera consommée par les data centers contre 1% aujourd'hui. Et le dernier, c'est que d'ici 2027, l'IA consommerait autant d'eau pour justement refroidir les différents data centers, autant d'eau que la moitié du Royaume-Uni. Voilà, par exemple. Pour donner quelques idées, donc c'est vrai qu'au final, si on a une généralisation de ces technologies, on va forcément, sauf rupture technologique, avoir une augmentation aussi de la consommation, ce qui va poser des véritables questions environnementales. Excuse-moi, je te redonne la parole, Alexandre. Je te remercie. Juste pour dire qu'on peut se rassurer, la santé, ce ne sera pas le premier marché de ces outils-là. Non. C'est pas le plus juteux pour les constructeurs de ces outils et pour les développeurs de ça. Donc, et ça ira probablement dans la défense avant nous, dans l'industrie avant nous. Donc, avant que ça arrive dans la santé à grande échelle, il y aura eu du test and learn beaucoup sur d'autres thématiques. Donc, je vous apprends rien, la santé, c'est loin d'être le marché le plus juteux. Et qui plus est, il y a plein de lobbies et de laboratoires qui vont mettre les mains dedans. Donc, ça va créer des nouveaux enjeux. Donc, avant que ça arrive à grande échelle dans la santé, on aura vu dans la défense, dans l'industrie, dans l'agroalimentaire très probablement. Donc on est large. Oui, la généralisation, c'est pas pour tout de suite, quoi. C'est ça. Si on est sur une généralisation... Tu parlais de l'impact environnemental. Aujourd'hui, tout passe par l'énergie et comment on produit et comment on consomme l'énergie. C'est ça les gros enjeux de notre société et les décennies à venir. Et là, c'est très, très difficile d'anticiper ce qui va se passer en termes de création et de consommation d'énergie. Où on en sera en 2050, alors là, je défie quiconque de nous le dire parce que vraiment, c'est un mystère. Peut-être des nouvelles énergies, qui sait. Après, moi, je pense qu'en effet, la généralisation, comme l'imaginait Mark Zuckerberg il y a quelque temps, où tout le monde allait se connecter dans le métaverse, ça serait le futur de l'Internet. J'y crois pas pour les raisons qu'on a évoquées, mais je vois pas les gens avec un casque toute la journée. En revanche, sur des usages ciblés, comme je le citais tout à l'heure, là, c'est intéressant parce qu'on n'a pas tous ces problématiques de consommation et ce qu'on apporte est vraiment porteur de valeur aux patients, aux professionnels. Et là, il y a tout un intérêt à développer ces usages et ces technologies parce que c'est vraiment une réponse intéressante par rapport à des approches traditionnelles qu'on a évoquées tout au début de l'échange. Il y avait une question au début sur justement les professionnels de santé qui pourraient être en charge d'orienter les patients vers les exosquelettes. Ça pourrait être lesquels, enfin, quels professionnels de santé du coup? Le plus simple, je pense, ce serait les professionnels de la rééducation, kinés, médecins, médecins rééducateurs, j'ai bien entendu. Pourquoi pas gériatre? Pourquoi pas en vérité, je ne sais même pas si ça va devoir être prescrit par des professionnels de santé. Si on imagine un monde où tout le monde demain y a accès, pourquoi moi je pourrais pas, parce que j'ai envie de courir plus vite, sauter plus loin, aller plus haut, acheter moi-même mon exosquelette? Et ça rentre un peu sur la question de Théo, justement, qui anticipe comment anticiper, compenser les coûts pour les services publics, vraiment, là-dessus. Effectivement, avant que ces innovations-là soient généralisées et puissent potentiellement être remboursées, sachant que déjà actuellement, on a des cas où on peut avoir accès à certains traitements et ne pas être remboursé si on n'a pas de prescription. Et donc, en fait, au final, on a au niveau, en tout cas des pouvoirs publics, des circuits en plus qu'on connaît bien, où on a une évaluation préclinique, une évaluation clinique, en tout cas des bénéfices qui sont réalisés par ces différents outils. Et si justement le coût-bénéfice est positif, c'est dans ce moment-là qu'on a des expérimentations qui sont lancées avec des financements qui sont proposés par l'assurance maladie. C'était le cas des articles 51 notamment. Alors là, pas sur des innovations technologiques nécessairement, plutôt organisationnelles, mais c'était quand même un peu le principe. C'était tester pendant plusieurs années différents dispositifs. Il y a une évaluation qui est réalisée a posteriori. Si elle est positive, prise en charge en droit commun. Si ce n'est pas le cas, hop, pas de financement par les pouvoirs publics. Alors déjà, il y a une ineptie dans la question. C'est anticiper les services publics. Ça ne va pas ensemble. Pour que ça marche pour les services publics, il va falloir 10 ans d'études qui montrent qu'avec les outils, on arrive à
économiser sur la prévention, qu'on arrive à économiser sur la consommation de médicaments. Et tant qu'on n'aura pas ces études qui prouvent par A plus B l'usage de ces technologies, à mon avis, ce ne sera pas une question pour le service public avant d'avoir ces éléments-là. Et ces éléments-là, on les aura malheureusement qu'après l'usage concret. Donc, à mon avis, les services publics vont faire comme toujours, c'est-à-dire courir après, et d'anticipation, en tout cas, je l'imagine assez mal, très honnêtement. Alors, là-dessus, sur les dispositifs médicaux, en tout cas numériques notamment, alors à voir dans quelle catégorie seront classés est-ce qu'il y en aura probablement des nouvelles, hein, mais en tout cas sur la partie dispositifs médicaux numériques, on a une accélération des procédures, notamment d'accès au marché, qui ont été mis en place assez récemment. On a différents forfaits qui permettent aussi de financer des études et d'accélérer aussi les résultats. Donc en tout cas sur cette catégorie, on va plutôt vers des tendances à réduire le délai entre le moment où l'innovation est testée et le moment où elle est mise sur le marché. Après, est-ce que ça va continuer ou pas? En tout cas, on est plutôt sur une tendance comme ça sur la partie numérique. Oui, après, sans rentrer dans le volet politique, parce que je ne suis pas sûr que ce soit l'intérêt de ce webinaire, mais est-ce qu'on en parle pour faire joli? Oui. Concrètement, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Il n'y a qu'à voir le DMP, comment ça marche, depuis combien de temps on en parle et aujourd'hui et comment c'est développé. Et quand on parle du DMP, bien évidemment, on est très loin de ces technologies-là. Donc, je suis pas sûr que. Alors, ils vont avoir un œil dessus, hein, bien évidemment. Mais comment l'intégrer dans les parcours patients et tout ça, je pense que c'est vraiment l'usage qui va faire et plutôt que les services publics. Oui, clairement, on est avant tout sur, ça va être de là, et d'ailleurs comme souvent, hein, que va venir un peu le salut entre guillemets, ça va être les usages du terrain. Il faut que tout soit construit sur des usages, sur des parcours, et c'est à ce moment-là qu'on arrivera à généraliser ou pas ce type d'innovation, en tout cas. On a pu répondre aux questions pendant le. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions, hein, qui avaient été posées dans le chat. Je vois que le temps tourne. Est-ce que, si jamais certains ont d'autres questions dans le chat, n'hésitez pas, c'est le moment. Alexandre, Jean-Noël, si jamais vous avez des choses supplémentaires ou une thématique supplémentaire à aborder, n'hésitez pas. Il nous reste encore 5 petites minutes avant qu'on passe à la conclusion de ce webinaire. Donc, on a traité les questions au fur et à mesure. Donc, on a traité en tout cas l'aspect réaliste des scénarios. Oui, tu allais dire quelque chose, excuse-moi. Non, je disais que j'avais pas tellement de questions là qui me venaient et que je savais pas trop quoi ajouter. Je pense qu'on a pas mal été. Alors, on a survolé beaucoup de choses, mais en tout cas, il ne faut pas hésiter si vous avez besoin d'approfondir un sujet ou pas. Sachant que là, on a pu voir si les scénarios étaient réalistes ou non, on a pu voir aussi un peu ce qui se faisait au niveau international, les impacts sur la prise en charge des patients et les métiers du soin, la faisabilité technique et financière. On a pu aussi évoquer des questions évidemment environnementales. Donc, on va essayer d'être le plus aussi complexe possible en une demi-heure, en tout cas. C'est toujours un peu la limite de l'exercice. On pourra en parler des heures de ces sujets-là, mais il faut que ça rentre dans le format webinaire. Donc, en tout cas, avant de clôturer, en tout cas, je vous remercie énormément tous les deux, en tout cas, pour vos. Merci pour l'invitation. Et puis, on va pouvoir passer à la conclusion avec le prochain épisode. On a qui est fixé justement le 14 mars, donc ça va être dans un peu plus de 2 semaines, où là, on va plutôt traiter un scénario qui n'aura rien à voir avec la technologie et le numérique, mais plutôt avec l'évolution des modes d'hébergement. On voit qu'on a énormément d'expérimentations en cours sur la cité des aînés, sur l'habitat intergénérationnel. Donc là, on est vraiment sur comment mieux vivre ensemble au final. Et donc, c'est ce scénario-là qu'on explorera la prochaine fois. Donc avec 2 nouveaux experts qu'on annoncera en début de semaine prochaine. Et donc, il me reste à vous remercier tous. Remercier aussi Julien Levavasseur de Telos Santé qui est aussi partenaire de l'ensemble de ces webinaires. Donc, merci à lui. À nouveau, merci à Alexandre et Jean-Noël. Merci aux participants. Et puis, on vous donne rendez-vous le 14 mars pour le dernier webinaire sur l'évolution des modes d'hébergement.
Donc, Exactement. Le 14 mars. Merci à tous les intervenants. Et puis, si vous voulez retrouver les précédents webinaires sur le bien ou le mal vieillir en 2050, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube de SIA Partners où vous retrouverez nos précédentes sessions. Merci à tous. Merci beaucoup et Merci à puis tous. bonne fin de soirée. Merci à tous. Aussi. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.